bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de faire cette vidéo, encore une fois 100% avocat québécois. Et aujourd'hui je suis avec Alexandre et on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut exercer la profession d'avocat à l'extérieur du Québec quand on est avocat au Québec et comment on peut venir travailler au Québec quand on est avocat extérieur du Québec. Alors bonjour Alexandre, est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît? Absolument. Alors Alexandre Giroux, je suis un avocat en Colombie-Britannique. Je ne suis pas encore un avocat au Québec, mais je vais l'être très prochainement. En fait, je suis dans le processus justement de me déplacer. Alors, j'ai cru que ça pourrait être pertinent d'expliquer à ton auditoire quelle est la façon de faire. Et parallèlement, je travaille également avec le département d'immigration de Riendo Avocat. Alors, spécifiquement, j'aide à développer le marché sud-américain des individus qui désirent venir travailler, vivre ou rejoindre la famille au Québec. Et je participe également au processus ou plutôt aux efforts de marketing du cabinet pour nous faire voir sur les réseaux sociaux, sur Internet et nous faire connaître. Oui, parce que quand on est avocat, il y a une grosse part, je fais une petite aparté, de communication. Il faut savoir se faire connaître, être reconnu, etc. Donc c'est vrai que c'est une part non négligeable du métier d'avocat. Absolument, absolument. Alors, on va se mettre dans la situation, on va se mettre dans le bain tout de suite. Imaginons que voilà, je suis avocat québécois, donc j'ai prêté serment au Québec, dans la province de Québec, et je souhaiterais aller exercer à Vancouver. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la procédure, comment est-ce qu'on peut faire? Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada n'est pas un système unitaire au niveau de ses lois. C'est-à-dire que le Québec est un système de droit civil comme la France. Cependant, le reste du Canada a un système de common law comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis. Alors ça complique le processus de déplacement, de mobilité intraprovinciale. Un avocat québécois qui désire aller pratiquer ailleurs au Canada, on a un accord national de 2013 qui permet cette mobilité-là avec certaines provinces spécifiques qui ont décidé de faire partie de l'accord. Alors, les provinces en question sont l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, à l'est du Québec, et la Colombie-Britannique, si je me souviens bien. Également, les territoires du Nord canadien ont ratifié l'accord. Alors, les avocats québécois désirant les pratiquer dans ces provinces-là ou dans les territoires peuvent. Ce qu'on peut faire également, là je parle de mon point de vue plus personnel en tant que criminaliste, le Canada est un peu étrange au niveau de ses lois, de comment c'est fait. Alors certaines lois sont de compétence provinciale, certaines autres sont de compétence fédérale. Le droit criminel est de compétence fédérale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que qu'on soit au Québec, qu'on soit en Saskatchewan, qu'on soit n'importe où au Canada, on a les mêmes lois au niveau criminel. Donc, pour ces domaines de pratique-là, incluant le droit criminel, qui ont les mêmes lois d'une province à l'autre, on peut demander ce qu'on appelle un permis de conseiller juridique canadien, qui permet de pratiquer dans une autre province seulement dans ces matières de compétences fédérales. Alors, c'est présentement mon cas. C'est exactement ce que je suis au Québec présentement. Comme je suis criminaliste et avocat en Colombie-Britannique, je peux pratiquer en ce moment au Québec dans toute matière fédérale, donc incluant le droit criminel. Très bien. Et donc, là, tu nous as parlé un petit peu d'un Québécois qui peut aller travailler dans d'autres provinces, mais dans ce cas-là, un avocat qui a prêté serment à Vancouver, qui souhaite venir travailler ici. Donc toi, c'est un petit peu ton cas, si j'ai bien compris. Tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les contraintes, quelles ont été les conditions pour que tu puisses venir travailler ici et le cheminement, parce qu'apparemment, c'est pas si simple. C'est effectivement pas si simple et c'est effectivement mon cas. Précisément, je pratiquais à Vancouver avant, j'ai décidé de me rapatrier au Québec. Alors, ce que je viens d'expliquer, le conseiller juridique canadien fonctionne dans les deux directions. C'est-à-dire un Québécois qui désire aller pratiquer le droit criminel à Vancouver peut avoir ce permis-là. Un avocat en Colombie-Britannique qui veut venir pratiquer au Québec peut avoir le même permis. Alors, ce processus-là fonctionne dans les deux directions. Ceci dit, si on est avocat dans une province de common law et qu'on veut venir pratiquer au Québec, il y a des examens qu'on doit faire. Il y a précisément 3 examens qu'on doit faire. Un examen de déontologie et 2 examens de droit civil. Des examens écrits, des oraux? C'est effectivement une bonne question. C'est des examens écrits, il n'y a pas d'examen oraux et il n'y a pas d'examen... il n'y a pas d'autres examens autres que ces 3 examens écrits-là. Il n'y a pas de présentation devant
le barreau. Oui. Évidemment, on doit répondre aux autres conditions du barreau, Bien sûr. notamment avoir la capacité d'exercer, avoir les bonnes mœurs. Oui. Alors, ça, il va de soi. Ceci dit, on a 3 examens écrits. Les matières portent exclusivement à un petit bémol près que je vais expliquer dans un instant, Oui. mais c'est sur vraiment le droit québécois, donc droit de la famille, Ouais. succession, contrat, Ouais. obligations extra-contractuelles, Ouais. entre autres, hypothèque. Les seuls bémols auxquels je pense de mémoire qui font appel à des lois fédérales, c'est l'examen du droit de la famille. Évidemment, on va parler de divorce. Au Canada, curieusement, le droit de la famille est de compétence provinciale, D'accord. mais la loi du divorce est une loi fédérale. D'accord, ok. Ah oui, donc- Alors, le partage du patrimoine, par exemple, au moment du divorce, Oui. c'est... et ça, c'est pas des conseils juridiques, je suis pas un avocat en droit de la Non. famille, je parle du haut de ma mémoire, mais de mémoire, le partage du patrimoine est purement provincial, D'accord. mais le divorce en soi est fédéral. Ok. Alors, Hyper intéressant. Oui, mais du coup, c'est des tangents, enfin, ouais, voilà, faut bien maîtriser tout ça. voilà. Ok, et... Et même chose pour le droit des affaires. Alors, au Canada, on a une loi fédérale qui régit le droit des affaires pour une compagnie désirant s'enregistrer au niveau fédéral. D'accord. Ceci dit, chaque province, en fait, je ne sais pas si chaque province, mais je sais que plusieurs des provinces, Oui. notamment la Colombie-Britannique Oui. et le Québec, ont leur loi provinciale également sur les sociétés par action. Oui. Alors, l'examen a une composante de droit des affaires. Ok. Alors, nécessairement, on doit connaître la loi provinciale du Québec et la loi fédérale. Bien sûr. Qui, en toute honnêteté, se recoupent beaucoup, D'accord. nécessairement. Mais bon, Mais faut les connaître, faut les maîtriser quand même. Et donc toi, tu as une expérience en tant qu'avocat à Vancouver et une expérience ici. Absolument. Quelle est la différence majeure que tu arrives à déceler entre la pratique, les procès peut-être? Je crois que la différence majeure, la première qui me vient en tête, c'est vraiment les clients. D'accord. On a un bassin démographique très différent, le Québec, de la Colombie-Britannique. Ok. Le Québec, bon, premièrement, il y a le facteur linguistique, Oui. nécessairement. Alors, on procède en français ici. J'ai eu quelques dossiers en français en Colombie-Britannique. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi constitutionnelle du Canada permet à tout accusé d'avoir un procès dans la langue officielle de son choix, donc en français ou en anglais. On peut même avoir des procès bilingues. Ok. Ok. C'est assez fréquent. À Montréal, c'est très fréquent. Ouais. Alors, la principale différence majeure, évidemment, a à faire avec l'aspect démographique. Bon, le Canada, c'est une terre d'accueil pour les immigrants, tant à l'ouest qu'à l'est du pays. D'accord. Ouais. Ceci dit, les immigrants ne sont pas nécessairement les mêmes, dépendamment d'où on se trouve au Canada. Donc, à Vancouver, j'avais beaucoup de clients d'origine indienne ou asiatique. Ok, très bien. En fait, une grande partie de ma clientèle était d'origine asiatique ou indienne. Alors qu'à Montréal, c'est un peu moins le cas. Évidemment, on a un bassin de clientèle asiatique et indienne également à Montréal, mais je dirais que j'ai beaucoup plus de clients latins, d'Amérique latine, des Européens qui sont en sol canadien. Ok. Beaucoup plus qu'à Vancouver. À Vancouver, j'en ai eu. J'ai eu des clients latins, mais il était vraiment une minorité comparativement à ce que j'ai ici. Ok, donc ça c'est vraiment la différence majeure que tu détectes. Et dans les procédures en tant que telles, il y a des différences ou c'est à peu près similaire? Les procédures sont également un peu différentes en tant que... Là, évidemment, moi je pratique exclusivement en droit criminel, alors je ne peux pas me prononcer sur les autres domaines de droit. Mais quelque chose que j'ai noté, c'est que quand j'étais à Vancouver, il y avait beaucoup de négociations avec la couronne avant même le dépôt d'accusation criminelle. C'est-à-dire, par exemple, un individu quelconque m'appelle, me dit Majirou, je crois que la force de l'État s'en vient sur moi, ma conjointe a fait une plainte, je me doute qu'on va déposer des accusations, qu'est-ce que je fais? Alors souvent, ce que moi je faisais, c'est que je contactais immédiatement la couronne et expliquais, écoutez, le tout sans préjudice évidemment,
mon client, M. X, me contacte en me disant que Mme Y et lui vivent ensemble, ils ont une relation quelconque, bref, une situation dégénérée tel jour, et il se serait passé X, Y, Z. Oui. Bon, monsieur reconnaît que les faits, mais monsieur est prêt à s'engager, par exemple, à ne pas avoir le contact avec madame, à respecter les conditions quelconques. Est-ce qu'il y a moyen de garder le dossier hors des tribunaux, hors des salles d'audience? Et c'est une pratique très courante à Vancouver, très, très courante. Tellement courante que c'était vraiment, je me posais jamais la question, je le faisais automatiquement. D'accord. Okay? Alors que j'arrive au Québec et je commence à faire ça. Et tout le monde me regarde comme, ben, on n'a pas encore eu une première date de cours, prends ton temps, là. Je veux dire, laissons les dossiers faire leur progrès. Et en fait, je l'ignorais. C'est complètement différent ici. C'est pas une pratique qui est répandue. Alors, je crois qu'il y a une conséquence inévitable de ça, c'est qu'on passe plus de temps devant les tribunaux, en bout de ligne. Une autre différence fondamentale au niveau de la procédure, c'est pas nécessairement une différence de procédure, mais c'est plutôt une conséquence de la lourdeur administrative du système, c'est que les délais. Ah oui. Les délais judiciaires, ça c'est assez extrême. Malheureusement, et j'impute pas loin de là la faute à qui que ce soit, là n'est pas la question. Malheureusement, il y a beaucoup de délais dans les procédures judiciaires. Au criminel, je présume que dans les autres matières également. Et quand j'étais à Vancouver, je croyais que les délais étaient vraiment considérables. Et ils le sont, là. Ils le sont, il n'y a aucun doute. Mais malheureusement, je crois que les délais sont même un peu plus prononcés au Québec. Ah oui, ok. Alors, peut-être avec cette petite phase où finalement à Vancouver, vous grattez un peu du temps puisque vous allez plus vite en fait. Absolument. Dans la négociation, ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais en France, on a le même problème des délais de procédure et on invite de plus en plus à passer à l'amiable avant même parfois saisir le juge parce que c'est une obligation parfois dans certains cas. Ben, c'est un très bon point en fait, Constance. Dans les dernières années, je crois que la communauté juridique généralement a compris qu'on doit faire quelque chose, que chacun doit faire sa part pour minimiser les délais. Tout à fait. Alors au niveau civil, dans le Code civil du Québec, il y a maintenant une obligation imposée par le législateur de recourir aux moyens de prévention et de règlement de différends avant même de se présenter devant monsieur le juge ou madame la juge. Alors, obligation, et juste pour illustrer l'importance que le législateur a accordée, cette obligation, c'est l'article 1 du Code de procédure civile au Québec. Alors, on commence avec ça avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Ah ouais, incroyable. Premier article du Code de procédure civile au Québec. Et bon, on n'a pas exactement ce même genre d'obligation, du moins aussi formellement au niveau criminel. Cependant, je crois que tous les avocats de la défense, tous les juges en criminel, tous les procureurs de la couronne au niveau criminel, je peux pas imaginer quiconque dirait « Non, moi je veux pas négocier, moi je veux pas jaser, je veux toujours aller à la procédure parce que, en toute honnêteté, le système s'effondrerait. » Oui, bien sûr. Le système ne pourrait pas tenir. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'au Québec, au Canada de manière générale, écoute, je sors la statistique du haut de ma mémoire, mais de mémoire, je crois que 85 à 90% des dossiers se règlent sans procès, les dossiers criminels. Alors, par la négociation. Très important. Ok, très, très intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la procédure pour aller exercer ailleurs ou pour venir exercer ici? Il y a quelques autres petites formalités qui évidemment sont plutôt accessoires et non pas le cœur du processus. Par exemple, quelqu'un qui veut venir exercer au Québec, comme ça a été mon cas, on doit produire une liste de tous les pays dans lesquels on a vécu dans le passé, ainsi que nos antécédents criminels dans tous ces pays-là. Alors, on se tient à carreau, on fait pas de bêtises. pour bien des individus, ça ne posera pas de problème. Dans mon cas, ça a posé problème. Ok. Moi, j'ai fait... Qu'est-ce que t'as fait? J'ai des antécédents criminels. Non. C'est qu'en fait, j'ai fait un échange. Moi, j'ai vécu au Brésil en 2016-2017. D'accord. Et j'ai dû faire des démarches pour avoir mes antécédents criminels du Brésil. Ok. En fait, la preuve que j'ai pas d'antécédents criminels au Brésil. Bien sûr.
Et ça n'a pas été si simple. Ah ouais, Ouais. pour avoir les papiers justificatifs, Ouais. tout ça, ça a Ouais. pris du temps. C'est communiqué avec la police brésilienne. Évidemment, il y a le facteur linguistique. Ouais, aussi ça, Et ça a un peu compliqué la donne. bien sûr. Mais mis à part cela, c'est pas si compliqué. C'est principalement comme je dois fournir une preuve comme quoi tu es un avocat en règle sans antécédents en matière déontologique dans notre province. Payer des frais d'études de dossier, de régularisation. Alors ça, c'est assez simple. Oui. Il y a d'autres processus aussi, ou plutôt il y a d'autres options. Moi, je parle vraiment comme de mon point de vue de criminaliste qui travaille dans une matière fédérale. Oui. Mais je sais que, par exemple, un avocat qui pratique en droit de la famille en Colombie-Britannique et qui voudrait venir faire du droit de la famille au Québec, bon, là, on parle de compétences provinciales dans les deux cas. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a possibilité, là je parle vraiment encore une fois du haut de ma mémoire parce que j'ai pas eu à le faire moi-même, mais il y a un processus pour avoir un permis de pratique restreint dans certaines matières spécifiques. C'est-à-dire l'avocat justement du droit de la famille pourrait venir pratiquer en droit de la famille au Québec avec un permis qui lui permet de pratiquer exclusivement en droit de la famille. Et si je me souviens bien, sous la supervision d'un avocat qui pratique en droit de la famille. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué ça. Il y a beaucoup la notion de supervision dans votre système. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, effectivement. En fait, il y a... Bon, la supervision, avant tout, va arriver après l'étape du barreau, après l'école du barreau. D'accord. Et ça, c'est vrai, en fait, à ma connaissance du moins, dans l'ensemble du pays. D'accord. C'est-à-dire qu'un étudiant de droit termine ses études universitaires et après va faire l'école du barreau. Bon, c'est vraiment la fin du processus académique pour apprendre à être un avocat canadien. Et après ça, il va y avoir une période, c'est pas vraiment une période probatoire, c'est vraiment plus une période où on est chapeauté par un avocat. Au Québec, il y a une exigence de mémoire. Moi, j'ai fait mon stage en Colombie-Britannique, alors de mémoire, je crois qu'au Québec, le stage est de 6 mois et l'avocat superviseur doit avoir 5 ans de pratique au moins. OK. Alors, si moi je deviens avocat en 2022, je peux pas évidemment avoir un stagiaire en 2023 parce que je suis à peine plus un stagiaire moi-même, alors ça serait mettre le public peut-être en situation de danger ou de risque du moins de danger. Et là est en fait le cœur de la notion de supervision au Québec. En fait, le Code des professions au Québec, l'article 23, spécifie que chaque ordre professionnel au Québec, que ce soit les avocats, les notaires, mais également les médecins et les autres ordres, leur fonction numéro 1, la lumière qui guide toute leur action, est la protection du public. D'accord. Alors, c'est ce qui justifie, du moins partiellement, les exigences en matière de supervision. D'accord, ok. Ah ouais, c'est très, très intéressant. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Je crois que si je devais conclure sur une note, je conclurais sur la note que j'ignore en fait si ton public sait ça, mais on a une grande communauté française ici au Québec. Et on aime beaucoup avoir nos cousins français parmi nous. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Et si vous voulez venir exercer au Québec, je m'engage personnellement. Vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir de faire de mon mieux pour... vous avez de la chance, dis-moi! faire mon mieux pour faciliter votre arrivée. Ayant moi-même vécu dans d'autres pays, je sais ce que c'est. Aller vivre dans un autre pays, c'est une grande étape, ça peut faire peur. Même malgré l'absence de barrières linguistiques, ça reste un grand changement. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit... C'est très gentil, merci beaucoup Alexandre. Je mets tous les liens du cabinet en description de cette vidéo. N'hésitez pas donc à les contacter si jamais vous avez des questions. Et puis bien entendu, je vous laisse mettre toutes vos remarques par commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Constance. À très bientôt. Salut!